Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast pour la rubrique Management de Capital, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Aujourd'hui, nous avons deux invitées précieuses pour vous aider à vous protéger contre le harcèlement au travail avec des conseils autant pour les employeurs que pour les salariés. La première est avocate en droit du travail au barreau de Paris et autrice de 2 livres, Le manuel du harcèlement au travail aux éditions Hachette et ça commence avec la boule au ventre aux éditions Les Arènes. La deuxième est la secrétaire générale de la CFDT. Bonjour Élise Fabing et Marie-Lise Léon. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre définition à toutes les deux du harcèlement au travail ? On va peut-être commencer par... Allez, Marie-Lise. Alors moi, j'ai pas de définition juridique, mais en tout cas, moi, Alors, c'est un délit, et donc ça n'a pas sa place au travail. Et moi, je pense que la caractéristique, c'est un comportement répété qui vise une personne et qui constitue... une atteinte à sa dignité, en général. Ok. Et toi, en tant qu'avocate en droit du travail, Élise, qu'est-ce que tu dirais ? C'est exactement ça. J'envisage d'embaucher Marie-Lise, mais traductrice. C'est exactement ça. Qui se font. En fait, la définition juridique est assez floue, parce qu'effectivement, ce sont des agissements répétés qui vont porter atteinte à la santé, à la dignité du salarié. Mais quand on sait ça, ça dit pas grand-chose. Donc la définition, pour moi, elle est surtout jurisprudentielle. Et c'est la Cour de cassation qu'on a déterminé un peu les contours. Donc le harcèlement au travail, ça peut être plein de choses. Ça peut être une surcharge de travail, ça peut être une mise au placard, ça peut être un dénigrement, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et il faut rappeler aussi qu'une discrimination est très souvent harcelante aussi. Et puis il y a différents... ça se rejoint. Ouais, et puis il y a différents types de harcèlement. On parle de harcèlement sexuel, on parle de harcèlement moral. Il y a aussi les LGBT+ phobie. C'est extrêmement vaste quand on parle de harcèlement au travail, finalement. Ouais, alors le harcèlement sexuel, il y a pas la condition de répétition. Donc ça, c'est important de le dire parce que le harcèlement sexuel, il suffit d'une action. Voilà. D'accord. Très très bien de le préciser, effectivement. Alors, je vais vous faire réagir à un chiffre qui vient d'Ipsos. Donc, selon le baromètre du harcèlement au travail fait par Cali Social et Ipsos, près de 3 salariés sur 4 considèrent que les situations de harcèlement au travail sont répandues. Donc, on a 62% qui trouvent que ça l'est aussi de plus en plus, qu'il y a une progression. C'est quoi votre analyse et votre ressenti de ces chiffres ? Peut-être Élise ? Bon, je suis pas très surprise, mais après, moi j'ai un prisme particulier parce que personne ne m'appelle pour me dire que tout va bien au travail. Donc effectivement, je vois de plus en plus de situations de harcèlement. Je suis pas étonnée parce que déjà on est dans une époque assez angoissante, avec des entreprises qui font face à une crise économique quand même, et de plus en plus de harcèlement systémique. Et on a une jeune génération qui est très attachée à la qualité de vie au travail. Donc ça crée un peu des étincelles. Ils ont raison, cette jeune génération. C'est vrai que dans les générations, la mienne, celle d'avant, on avait... on l'avait vraiment presque intégré. Ça faisait partie du travail de souffrir. Aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est vraiment une bonne chose. Donc je suis pas du tout étonnée par ces chiffres. Marie-Lise, Élise a parlé de harcèlement systémique dans les organisations. T'en penses quoi ? Et tu penses quoi du chiffre que je viens de donner ? C'est quand même assez accablant. On a 3 salariés sur 4 qui considèrent que les situations de harcèlement au travail, elles sont répandues. C'est quelque chose, tout ça, que tu constates ? Ouais, je suis pas non plus étonnée. 3 sur 4 qui considèrent que c'est répandu, ça veut dire que c'est des personnes qui ont connu elles-mêmes ces situations ou qu'elles ont vu un collègue en situation d'être victime. Et ça m'étonne pas du tout parce que je pense que les causes de ce type de harcèlement, et notamment le harcèlement systémique, c'est-à-dire qu'on est sur une organisation du travail totalement défaillante, un management défaillant, ça va de pair avec des tensions sur les questions effectivement conjoncturelles, économiques, mais en fait on est aussi face à des entreprises dont le mode d'organisation normal c'est la réorganisation perpétuelle en fait. Donc en fait ça déstabilise complètement l'organe du travail, les collectifs de travail, et ce changement permanent il est rarement accompagné correctement,
Et donc, il y a des conséquences directes. Et puis, moi, je pense que depuis le Covid, on a une relation au travail différente, et c'est normal. On a passé avec les confinements des moments extraordinaires. On peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. On l'a tous et toutes vécu différemment. Ceux qui n'ont jamais arrêté de travailler, ceux à qui on a dit vous êtes essentiels, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, qui pour beaucoup attendent encore la reconnaissance. Et donc il y a une forme de nouvelles relations au travail et une nouvelle façon de penser le temps au travail et le temps hors travail qui fait qu'à un moment, des choses qui pouvaient être supportées ne le sont plus. Et je pense que c'est une très bonne chose et que les entreprises, elles doivent s'en emparer. Les entreprises et les administrations aussi, parce que je pense que la question du management et de l'organisation du travail dans les fonctions publiques, elle est fondamentale et qu'elle est... moi, je fais pas un déplacement sans que des militants et des militantes me disent je veux avoir les moyens de bien faire mon boulot, mais en fait, j'y arrive plus. Et c'est comme ça qu'on a des secteurs entiers, comme dans l'éduc, la santé, des gens qui aiment leur boulot, des agents qui disent je préfère partir que de mal faire mon travail. Tu viens de pointer du doigt quelque chose d'hyper intéressant dans le sujet, c'est la responsabilité finalement des organisations. Et justement, on parle de désorganisation. Comment ça se fait qu'on en est là en fait ? Pourquoi aujourd'hui on pointe ça du doigt comme coupable, entre guillemets, d'une situation de harcèlement qui est devenue systémique dans le monde du travail? Peut-être on reste sur Marie-Lise et après, Élise, ça m'intéressera vraiment d'avoir ton point de vue. Comment on en est arrivé là? Parce qu'en fait, les questions de travail n'ont jamais été au cœur des préoccupations des boîtes. Elles se sont organisées pour des questions souvent économiques, de rentabilité, de profitabilité. La question qui parfois est traitée en même temps, et encore, c'est la question de l'emploi, on ajuste, mais la question du travail en tant que tel, elle n'est pas posée. Qu'est-ce que je fais au quotidien, avec qui je bosse, qui est responsable de moi, ou de qui moi-même je suis responsable. La question une des formes un peu nouvelle qui s'est répandue, c'est le télétravail. On voit que ça perturbe complètement la vie au travail, et c'est des sujets dont on essaye, nous, de pouvoir faire en sorte que ce soit des sujets de discussion et de négociation dans les entreprises. Et c'est le sujet sur lequel on nous répond, chasse gardée, prérogative de l'employeur, n'allez surtout pas mettre votre nez là-dedans. Et donc, je pense que c'est parce que c'est pas un sujet de discussion et que c'est pas un sujet de véritablement de préoccupation stratégique qu'on en arrive là. Et toi, Élise, tu penses que les entreprises ont du mal à s'adapter aux évolutions et que du coup, ça se ressent dans une désorganisation et fatalement, ça se répercute dans le management et donc c'est pyramidal dans le harcèlement au travail? C'est un manque d'adaptation des entreprises? Peut-être. Je sais pas exactement, mais ce que je constate, c'est qu'il y a quand même un abandon politique de la question du sort du salarié. Il y a une déresponsabilisation de l'entreprise par rapport à ce qui peut arriver aux salariés et de l'État aussi. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Donc, je pense que si dans les plus hautes sphères, on oublie totalement le salarié, ça peut pas être au cœur de la politique d'une entreprise. Et ça, je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. Et puis, il y a un recul considérable aussi de l'action syndicale en entreprise, qui est extrêmement dommageable. Les jeunes générations sont dans des logiques beaucoup plus individualistes et ne vont pas, par exemple, se présenter au CSE, etc. Il y a vraiment un désengagement politique global des salariés et des pouvoirs publics vis-à-vis du salarié. Et quand un salarié harcelé vient vous voir, que ce soit à la CFDT ou que ce soit toi, Élise, en tant qu'avocate, dans quel état psychologique ils sont et comment vous faites pour les accompagner et pour les orienter? Alors peut-être on reste sur toi, Élise. Déjà, le premier conseil que je vais leur donner, c'est de ne pas rester seul, d'en parler. Mais ils sont souvent dans une phase de remise en question. Ils n'arrivent pas à poser le diagnostic parce que c'est très flou, parce que c'est encore un tabou social d'être harcelé, parce que, alors moi j'ai principalement des salariés cadres, parce que je suis avocate au barreau de Paris, et même quand ils ont fait plein d'études, qu'ils ont lu énormément de choses, ils n'arrivent pas à poser des mots sur leurs mots. Et c'est le premier point à travailler, c'est ce diagnostic. Et ils ont, comme ils n'ont pas fait ce diagnostic, ils vont souvent se donner encore plus pour essayer d'améliorer les choses. Parce que on apprend quand même à tout le monde, et particulièrement aux femmes, parce que c'est mon sujet, mais être de bons petits soldats,
à réussir, à avoir des bonnes notes, à être dans la performance. Et souvent, c'est le premier caillou dans la chaussure et il fait extrêmement mal. Il y a un sentiment d'échec énorme. Et moi, j'ai des salariés qui sont hospitalisés, qui sont suivis psychiatriquement, qui sont obligés d'avoir des traitements médicamenteux très lourds. Ça coûte. Enfin, il y a une étude qui est sortie sur le coût du salco en entreprise. Et moi, je le constate tous les jours. C'est hallucinant. Et puis, j'ai aussi malheureusement des dossiers de suicide au travail, parce que en fait, on sous-estime complètement les répercussions qu'un harcèlement au travail peut avoir sur le corps. Et moi, quand je rencontre mes clients, bien souvent, ils ont un eczéma géant, des troubles physiques vraiment, que tu peux constater, tous un peu différents, tous un peu différents, mais c'est très préoccupant. Donc, moi, je leur conseille de se faire suivre médicalement. Bien sûr, parce qu'il y a une répercussion sur la santé mentale et donc sur la santé physique. Oui. Marie-Lise, quand ils viennent vous consulter, les salariés qui sont en difficulté, on peut même dire en détresse, est-ce que ça te parle en termes de posture psychologique, ce dont parlait Lise, ils en sont à ce stade-là aussi? Ouais. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans les premières expressions, quand ils trouvent le courage d'aller voir un délégué syndical, ce qui est pas du tout évident, c'est beaucoup, pour pas dire quasiment tous, ils sont en posture de doute, en fait, de dire il y a quelque chose qui va pas. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est mon responsable ou mon collègue. Et ce travail le poids du harcèlement, je me rends vraiment compte que ça peut aller de façon jusqu'à des remises en question profondes, individuelles. Et donc nous là, le premier réflexe, c'est protéger ces personnes. Et c'est pas en les enlevant de leur service qu'on les protège. Moi, je suis vraiment très très attachée à ce que ce soit pas les victimes qu'on exfiltre, mais que ce soit les potentiels harceleurs qui soient mis hors état de nuire. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire une enquête, il faut pas creuser, faire des entretiens, mais je pense que vraiment le premier pas de accueillir ces personnes, accueillir leurs paroles, c'est instaurer bien entendu un climat de confiance et de dialogue. Après, j'ai tout à fait conscience que tous les responsables syndicaux dans une entreprise ou une administration peuvent ne pas forcément se sentir équipés pour faire face à ces situations qui sont souvent dramatiques. Donc c'est à minima aller chercher quelqu'un qui permet justement de l'expression et de très rapidement alerter pour dire il faut protéger cette personne. Et j'insiste lourdement, c'est pas en faisant en sorte qu'elle soit elle-même exfiltrée qu'on va résoudre le problème, parce que c'est vécu bien souvent comme un signal. Quand l'organisation dit on vous extrait de votre service, c'est la victime qui se considère comme ayant une part de responsabilité. Et ça, je trouve que c'est assez vraiment il faut éviter quoi. Il faut éviter. Bien sûr. Et admettons, moi je suis salarié, je suis harcelée, je vais voir mon délégué syndical. Comment je suis accompagnée, comment je suis orientée par la CFDT? Alors nous, on a tout un process. Alors on a différentes. Ça dépend de l'entreprise en fait. Oui, elles sont pas toutes avancées de la même façon. La convention collective. Il y a des conventions collectives. Maintenant, on incite les équipes syndicales à mettre ce sujet sur la table. On a des accords d'entreprise dans certaines branches du Crédit Agricole, chez Abbott qui a un gros labo pharmaceutique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est des équipes syndicales qui se préparent à la fois à faire de la prévention, faire en sorte que les situations n'arrivent pas, et à se préparer aussi collectivement à comment on accompagne ce type de situation. Et ça, je pense qu'il faut un travail à la fois des employeurs, à la fois des responsables syndicaux. Donc, tu viens voir la CFDT, on a le réflexe, c'est l'écoute, poser un cadre de confiance, permettre ton expression et te protéger le plus rapidement possible de la situation de travail. Après, si c'est pas la personne directe que tu vas voir à la CFDT, ça sera un de ses collègues ou quelqu'un de l'organisation qui sera en capacité d'accompagner au mieux. L'écoute, la compréhension, finalement, l'humain, c'est la base dans cette situation. C'est la base, on le voit bien. Mais comme disait Elise, les personnes peuvent se retrouver dans des états physiques qui, d'ailleurs, certaines, je sais pas, nous on a eu des cas, des personnes avec des eczémas géants qui ne faisaient pas le lien entre leur situation et leur santé, alors que
qui était. On a envie d'être dans le déni peut-être parce que on se protège et c'est très dur de l'admettre en fait, de le réaliser. Et toi, Élise, même si je sais que tes champs d'action ils sont forcément très vastes parce que c'est vraiment du cas par cas selon les situations. Moi, je suis salariée, je pense en tout cas être victime de harcèlement. Je viens te voir. Comment tu procèdes ? Vraiment, le nerf de la guerre dans les dossiers de harcèlement, c'est la preuve. Donc, ça va être constituer le dossier avant que les accès soient coupés. Parce que moi, j'ai beaucoup de dossiers où un salarié va dénoncer de façon orale au RH sa situation de harcèlement. Et bam, le lendemain, il y a une convocation entretien préalable avant qu'il ait eu le temps d'écrire. Ça, c'est un fléau. Je l'ai énormément. Et moi, j'adorerais qu'il y ait des solutions RH et plus de harceleurs punis. Mais malheureusement, dans mes dossiers, ça se solde quand même souvent par une négo de départ. Et ça, c'est toujours douloureux parce que c'est la double peine pour la victime qui, alors ok, elle a un chèque et ça lui permet de retrouver un peu de liberté et un champ des possibles professionnels et de se réinventer ailleurs. Mais c'est quand même la double peine et on a l'impression de partir tête basse sans régler le problème et en abandonnant aussi les potentielles autres victimes avec des clauses de confidentialité qui empêchent de témoigner dans d'autres dossiers prud'homaux qui pourraient survenir. Mais donc je vais les aider à constituer un dossier et c'est l'essentiel du travail. Donc après les avoir écoutés, les avoir incités à consulter un médecin, ça va être vraiment de travailler sur le dossier, de voir l'existant et puis de lancer des alertes, des mails, des écrits. Beaucoup d'écrits, très important les écrits. Mais les enregistrements aussi parce que maintenant c'est recevable au civil. Donc on s'en sert énormément dans les dossiers de harcèlement moral et surtout sexuel. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est nouveau. C'est assez nouveau et donc ça, on passe notre temps à faire des transcriptions d'audio au cabinet, mais ça sert énormément les dossiers pour arriver ensuite à un niveau d'alerte RH qui va être solide avec des éléments en face. Parce que sinon, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Les enquêtes internes sont généralement extrêmement mal réalisées en interne justement, alors que il est important d'avoir un peu de recul, de hauteur de vue, et qu'un prestataire extérieur puisse réaliser cette enquête. Alors moi, j'en réalise des enquêtes internes, mais assez peu parce que en réalité, quand on m'appelle, on me dit souvent que je vais réaliser une enquête sous la supervision de la DRH. Ça me plaît pas énormément. Puis ils ont presque envie d'écrire mes conclusions à ma place, donc c'est évidemment je ne prends pas ces dossiers, mais donc il faut faire attention aussi aux liens d'affaires. Et puis cette phase d'enquête interne, elle est pas du tout réglementée. Il y a aucun texte juridique qui permet de définir comment doit être réalisée cette enquête interne pour qu'elle soit impartiale et que les droits de la défense soient respectés. Ce que je vois quasiment jamais dans les enquêtes internes. Donc en fait, il faut arriver avant l'enquête interne, quand il y en a une, parce qu'il y a des boîtes aussi qui décident de ne rien faire. Ça s'appelle de l'inertie fautive. Les sanctions sont assez rares et ou alors le réflexe est déplacé, le harceleur. Exactement. Ça c'est un vrai réflexe. Ouais. Et un coaching pour le harceleur. Oui. Ou alors on l'isole, c'est pas la solution. Non, c'est pas la solution. Il y a pas de sanctions, quoi. Ouais. Élise, on est d'accord que toi, généralement, quand les gens viennent te voir, ils ont quitté l'entreprise. Non. Ils peuvent être dans l'entreprise. Dans la majorité des cas, ils sont encore dans l'entreprise. Ils sont encore dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils attendent alors ? En fait, justement, ils veulent anticiper ce contentieux, puis ils se retrouvent bloqués par un départ, parce que souvent, t'as des boîtes qui ont une politique zéro rupture conventionnelle. Si tu démissionnes, t'as pas droit à tes indemnités France Travail. La résiliation judiciaire, ça prend 4 ans à Nanterre. Donc c'est très compliqué. Comment tu sors ? Et puis souvent, t'es cassé, t'es pas en état de retrouver un job. Ils sont dans l'optique de sortir, quoi qu'il. Souvent, ils sont dans l'optique de sortir parce qu'ils n'en peuvent plus. En général, quand ils viennent me voir, moi, je suis après le délégué syndical. Donc, quand il existe. Je suis tout à fait lucide. Quand il existe. On est loin d'être présent dans toutes les entreprises. Quand il existe et quand il est à l'écoute. Et donc, moi, c'est vraiment, les gens viennent me voir quand ils sont vraiment au bout du rouleau. Quand le corps lâche. Et donc, ils n'envisagent même pas
de pouvoir y retourner. T'es leur dernier recours. Je suis leur dernier recours, et si tu veux, la solution RH est plus possible quand j'interviens en général parce que le contrat de confiance avec l'entreprise est rompu. Mais bien sûr. Toi, Marie-Lise, t'as cette phase de médiation, presque, j'ai envie de dire, avec l'entreprise parce que vous êtes en interne. Vous avez la possibilité vraiment de discuter avec eux, c'est même votre rôle. Donc, je vais te faire réagir justement à la responsabilité des employeurs et surtout à quelque chose de très intéressant que vous avez écrit sur le site de la CFDT. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés. Il est le garant de leur sécurité physique et mentale. Ainsi, en matière de harcèlement, qu'il soit d'ordre moral ou sexuel, l'employeur doit prévenir les agissements fautifs, les faire cesser et sanctionner l'auteur des faits. Donc ma question, elle est toute trouvée. C'est quoi la bonne posture d'une direction face au harcèlement au travail ? La bonne posture, c'est pas le déni, c'est pas vouloir étouffer les affaires, c'est pas vouloir minimiser, parce que souvent on considère que c'est une personne individuellement ou un coup. Et une chose, notamment un événement par exemple, quand on évoque la question du harcèlement sexuel, il suffit d'une seule fois, une proposition totalement déplacée, c'est un délit, donc il faut que ça soit reconnu. Donc la question de qu'est-ce que l'employeur doit faire, c'est admettre qu'il a des obligations, reconnaître qu'il y a un dysfonctionnement, protéger la victime, faire cesser les agissements, enquêter, sanctionner. Et donc, c'est un processus qui est vraiment complet, qui doit aussi faire l'objet de discussions avec les représentants du personnel. Nous, on plaide beaucoup pour des représentants violences sexistes et sexuelles au travail. Il y a des entreprises qui ont des référents parmi les représentants du personnel, dans aussi les représentants des managers. Et en fait, c'est ça le sujet, c'est ne pas avoir peur de poser les choses et ne surtout pas mettre la tête dans le sable. Il ne faut pas faire l'autruche dans ces moments-là. C'est d'avoir le courage que les directions aient le courage que les victimes ont eu de pouvoir poser le problème et de vouloir être reconnues. Voilà. Donc culturellement, ça veut dire qu'il faut quand même une sacrée maturité dans l'entreprise. Bien sûr. Parce que c'est poser un certain nombre de questions qui peuvent déranger, notamment quand on est dans des phénomènes de harcèlement systémique et que culturellement, il y a quand même beaucoup d'entreprises depuis quelques années, ça bouge un peu, mais elles sont quand même beaucoup sur le réflexe de minimiser et on déplace la personne harceleuse. Donc là, je pense que ce sont des comportements qui sont plus admis, notamment par les plus jeunes générations, et elles ont raison. Et pour les managers qui nous écoutent et qui auraient peur de ce manager isolé qui serait harcelant et qui voudrait aller justement peut-être comprendre et détecter les premiers signes de harcèlement dans leur équipe, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller ? C'est quoi qui doit les inquiéter ? C'est quoi qu'ils pourraient observer ? Ça dépend tellement des cas que c'est hyper difficile de répondre. Mais déjà, moi, je dis toujours à mes clients que c'est pas normal d'aller au boulot avec la boule au ventre. Ça, c'est la base. Voilà, il faut s'écouter et il faut s'ouvrir, mais pas n'importe comment et pas auprès de n'importe qui, parce que la sanction peut être là. Mais après, il est important de savoir réagir et les entreprises en général font beaucoup d'affichage anti-harcèlement, anti-discrimination sexiste et sexuelle, etc. Et puis anti-harcèlement sexuel. Et en réalité, parfois ce sont les pires, hein. Parce que là où tu vois leur réel engagement sur ces causes-là, c'est quand il y a un problème. Et moi j'ai des dossiers où j'ai 4 harcelés sexuels. Et elles ont eu des gros chèques, hein, voilà. Mais le harceleur est toujours en train de se pavaner sur LinkedIn en parlant de son management bienveillant. Moi, ça me rend dingue. Et il y a rien n'est fait parce que on va généralement choisir le mâle blanc dominant rentable versus la victime. Et il y a vraiment des questions à se poser sur le fonctionnement interne et l'éthique des entreprises dans ce domaine. Complètement. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'engagement réel de l'employeur qui, au bout du bout, il y a une personne qui est responsable. Hein. Et quand on va aller rechercher la responsabilité, c'est une personne dans l'entreprise. Si cette personne-là, la plus haute en responsabilité, n'a pas conscience qu'elle a un devoir d'exemplarité et de traiter correctement ces questions, s'il y a un peu de flottement,
à chaque étage, chacun peut s'arranger avec certaines zones de flou, et pour le coup, on ne prend pas correctement les affaires en charge. Puis il y a un sentiment aussi d'impunité parce que les condamnations sont extrêmement faibles en ce qui concerne les harcèlements et les discriminations. La condamnation moyenne pour un harcèlement moral en 2019, c'est le seul chiffre qui existe à ma connaissance, c'est 7 100 €. Donc c'est absolument pas dissuasif pour une entreprise. On a aujourd'hui le barème Macron qui sort du scope de la justice sociale, toutes les entreprises à fort turnover et les startups. Donc ça, c'est aussi un problème, même si les harcèlements et les discriminations permettent de sortir du barème Macron, ça reste quand même un référentiel dans la tête des conseillers prud'hommes. Et ça a instauré le fait que ton préjudice, il dépend de ton ancienneté, ce qui est complètement absurde, parce que t'as pas le même préjudice à 55 ans qu'à 35 ans. Si t'as 10 ans de boîte, quoi. Enfin, bon. Donc il y a ce problème-là. Il y a pas de bâton. Donc les entreprises se permettent aussi de faire n'importe quoi parce qu'elles savent que, à part le risque réputationnel, au niveau de la justice, il se passe pas grand-chose. Oui, il y a un vide et du coup, elle profite de ce vide. On va rester sur le baromètre que j'ai évoqué précédemment, qui nous dit que 44% des salariés déclarent ne pas être bien informés sur la thématique du harcèlement au travail. Pourquoi c'est important d'informer et de former son équipe? Marie-Lise? C'est le premier élément de la prévention, justement, de dire que ce sont des situations qui peuvent exister. Moi, je pense que l'important aussi, c'est d'informer sur le fait que c'est un délit, c'est-à-dire que c'est pas juste un comportement déplacé ou une blague lourdingue ou un geste aussi mal placé ou une proposition totalement inappropriée. C'est un délit, et je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui, au travail, minimisent ce type de comportement, et comme elles minimisent et qu'elles ont très vite, elles se mettent elles-mêmes en doute. Je pense que c'est un des problèmes fondamentaux. Donc c'est important qu'il y ait de l'information et c'est des informations à faire et de la formation à faire très régulièrement, parce qu'il y a à la fois le turnover des salariés, mais il y a aussi il y a besoin de vigie collective en permanence sur ces questions-là. Oui, il y a des mises à jour à faire. Mais toi, justement, Élise, tu penses que la formation, ça peut vraiment avoir un impact réel quand elle est faite en profondeur pour lutter contre la méconnaissance, hein, parce que finalement, c'est ça dont on parle. Ah oui, et évidemment, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon premier bouquin, parce que en fait, il y a rien qui existe de très pratique pour aider les salariés à se défendre. Et en fait, je pense que dès la sortie des études ou au moment du bac, on devrait avoir une formation anti-harcèlement. Comment faire, comment je constitue les preuves, comment je constitue mon dossier, qui alerter, dans quel ordre, comment faire et comment auto-diagnostiquer la situation. Et ça, c'est hyper important. Et puis, il faut vraiment libérer la parole autour de ces thématiques-là pour que les victimes se sentent moins seules. Parce que j'ai encore des clientes et des clients qui cachent à leurs conjoints ce qui leur arrive, qui sont en arrêt maladie, à leur entourage, et qui sont très seuls face à cette situation-là. Et c'est encore pire d'affronter une tuile pareille quand on n'est pas accompagné par ses proches et qu'on a honte. Complètement. Et la honte doit changer le camp. On ne le répétera jamais assez. Élise, je vais rester sur toi parce que si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. T'as été interviewée par la CFDT. Oui. Et tu as parlé des personnes que tu défends dans des affaires de harcèlement. Et tu as dit: en réalité, la plupart de mes clients sont des hommes. L'accès à l'avocat pour une femme est plus compliqué que pour un homme. Généralement, elles attendent le dernier moment pour venir me voir, lorsqu'elles sont au bout du rouleau, c'est ce que tu disais tout à l'heure précisément, ce qui explique la grande violence des situations dans lesquelles elles se trouvent, alors qu'un homme va plus facilement accepter ce qu'il vit est systémique et va chercher à se protéger plus rapidement. Comment on explique cette différence d'action entre les hommes et les femmes? Parce que c'est vraiment frappant ce que tu décris, quoi. J'ai envie de dire que c'est le patriarcat et l'éducation des femmes. Mais oui, pour grossir le trait, un homme va venir me consulter parce qu'il a une mauvaise évaluation, qu'il a l'impression qu'il va se faire virer ou que ça se passe pas très bien avec son chef. Et j'ai des femmes qui viennent, qui peinent à marcher et qui
m'amènent des textos. Je pense notamment aux situations de harcèlement sexuel, et je pense à une de mes clientes qui m'avait amené une série de textos et qui me disait est-ce que c'est bien du harcèlement sexuel? Alors il y avait aucun doute. T'as pas besoin d'être avocate pour dire que c'est du harcèlement sexuel, mais elle avait un super parcours et elle était incapable d'avoir un peu de recul et d'analyser ça. Et l'accès à l'avocat pour les femmes est compliqué parce que déjà elles n'ont pas l'habitude parce que l'avocat dans l'imaginaire collectif c'est cher, et elles n'ont pas l'habitude de dépenser de l'argent pour prendre soin d'elles et se défendre. Elles vont être plutôt dans le care, s'occuper des autres, etc. Donc quand il s'agit d'elles-mêmes, elles sont beaucoup moins rapides et proactives que les hommes. Et puis il y a aussi ce syndrome de la Wonder Woman. J'ai beaucoup de cas de discrimination sexiste, discrimination à la maternité particulièrement. Il y a ce truc où quand t'as un enfant, que t'es une pro, tu dois être Wonder Woman, tout assuré, super bien. Et si t'y arrives pas, t'as un sentiment d'échec que te renvoie la société aussi, et qui est compliqué à assumer. Et puis il y a le syndrome de la bonne élève, forcément. Donc nous les femmes, on a été éduquées à être performantes, à plaire, à savoir intégrer un moule. Et donc c'est compliqué quand on essaye de tout faire pour et que ça marche pas. On se dit qu'on n'est pas une bonne élève et qu'on a échoué, qu'on a eu une mauvaise note. Et en plus il y a aussi ce truc des femmes. Je vais parler des cadres qui ont déjà l'impression que c'est un privilège immense d'avoir ce job de cadre alors qu'elles ont des gamins par exemple, et qu'elles sont une femme. Et ça, j'ai de l'espoir sur les jeunes générations. Je pense que ça se produira moins et que vous travaillez plus à régler tous ces maux issus de notre culture patriarcale. Mais c'est exactement ça, mais je te rejoins complètement. Je pense que beaucoup de choses viennent de l'éducation et de choses qui sont intégrées, même beaucoup inconsciemment. Toi, Marie-Lise, est-ce que au niveau de la CFDT, la différence d'action, de démarche entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose que vous constatez ou pas du tout? C'est oui, exactement. Enfin, le monde du travail est un monde à l'image de la société. Donc, c'est le lieu du reflet des mêmes inégalités entre les hommes et les femmes. Après, je dirais que ça dépend des secteurs d'activité. Mais effectivement, on n'a pas l'accompagnement entre un salarié ou un agent des fonctions publiques, qui soient hommes ou femmes. On voit bien que la question du doute est beaucoup moins prégnante quand il s'agit d'hommes. Mais à la limite, c'est un des arguments pour se dire aussi que il y a ce champ-là à investir encore plus fort, de la prévention, de la lutte contre les stéréotypes. Mais là, et ça c'est valable pour en général, les équipes syndicales qui s'emparent de ces questions-là, elles vont aussi travailler sur la question de l'égalité salariale, la question de l'accompagnement de la parentalité. On voit bien effectivement que des hommes à qui on propose une évolution ou une femme, ils ne se posent pas du tout les mêmes questions. Je le fais de façon caricaturale. Les hommes vont plutôt se dire combien je vais gagner, les femmes, est-ce que je vais en être capable? Donc ça, c'est aussi tout un accompagnement à faire, notamment des DRH, et de se dire, moi j'ai des discussions très intéressantes, mais avec des délégués ou des responsables d'entreprise qui ne se rendent même pas compte que dans leur façon de penser les carrières professionnelles, elles ont des biais en disant mais un tel ou une telle, je ne vais pas lui proposer une promotion parce que elle a des enfants, ils sont encore petits. C'est ça, mais exactement. Ne répondez pas à la place des femmes, posez-leur la question. Ça fait vraiment partie des pratiques qu'il faut aussi pouvoir mettre sur la table, qui contribueront au bout du bout, je pense. Après, je rebondis sur la question des nouvelles générations. Je sais pas si c'est aussi homogène. Donc moi, je pense que ça dépend du niveau d'études, ça dépend des boulots, ça dépend des boîtes. Donc moi, je pars du principe que c'est jamais gagné et qu'il faut jamais lâcher l'affaire. Ah non, il faut vraiment pas lâcher l'affaire. Voilà. Ça, c'est sûr. Et même quand on voit aujourd'hui encore les petites filles et les biais de genre. Moi, j'ai une petite fille, donc je vois bien et ça me terrifie. Et donc il y a encore beaucoup de travail. Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer, Marie-Lise, au niveau de la CFDT, comment vous qualifiez les faits? Qu'est-ce que vous prenez en compte quand quelqu'un vient vous voir et vous parle de harcèlement? Parce que Élise, du coup, est très factuelle. C'est les preuves, c'est les écrits. Bon, maintenant, il y a les audios. Vous demandez quoi? Dans un premier temps, on laisse parler la victime, donc et on lui fait dire le maximum de choses pour qu'elle puisse à la fois revenir sur l'ensemble des éléments qu'elle a pu vivre et pouvoir vraiment comprendre la situation dans sa globalité. Et puis après la question de l'alerte, c'est aussi la rassurer sur le fait que une fois qu'elle est venue nous voir, on va tout faire pour l'accompagner et la protéger, ne pas lui dire voilà ce à quoi tu t'exposes, etc. Et puis après, la question c'est que on alerte l'employeur en tant qu'organisation syndicale et on dit voilà, on a un cas problématique, plus que problématique. Voilà ce qui nous a été, voilà les faits dont on dispose. Et on renvoie l'employeur à ses obligations. Et la médiation, elle se passe comment la plupart du temps? Ils sont à l'écoute, ils sont réfractaires, ils sont dans le rejet, ils sont étonnés. Ça dépend des cas. Franchement, on a à peu près tous les cas de figure. En général, Lise évoquait, il y a un risque qu'il faut absolument pas négliger, c'est le risque réputationnel. Donc très vite, en général, quand on a un DRH ou une DRH mesure bien le risque réputationnel, les choses sont prises au sérieux. Et donc après il y a tout le processus d'enquête. Il y a des entreprises qui ont des processus d'enquête plus ou moins consolidés et plus ou moins robustes. Il y a dans beaucoup de cas on fait appel à un cabinet extérieur, ce qui permet de prendre aussi tous la distance et de se dire on se met tous à la même distance du cas, parce que quand on est syndicaliste dans une boîte, c'est aussi ses collègues qu'on défend, donc c'est parfois extrêmement compliqué. On entend tout et son contraire. C'est des moments en général où ça commence à savoir. Alors on agit le plus avec l'autorisation bien entendu toujours de la victime. S'il y a une attente de totale confidentialité, bien entendu qu'on la respecte. Après, quand il faut commencer à enquêter, les choses sont plus difficiles à garder secrètes. Et c'est là qu'on entend effectivement, quand je dis tout et son contraire, la question, j'ai exactement les mêmes retours d'une personne harcelée sexuellement. Je crois qu'il n'y a pas un cas où je n'entends pas elle a eu un comportement ambigu. Mais bien sûr, c'est systématique. Donc ça fait partie, je dirais, des choses dont il faut être conscient. Et du coup, voilà, l'enquête en interne ou par un cabinet, elle permet justement de poser les faits, les preuves et de permettre à l'employeur, en tout cas, de le mettre face à ses responsabilités et donc à ses obligations de sanction. Bien sûr, toujours être factuel. Élise, pour finir, on va partir sur un sujet qui est extrêmement fondamental, c'est le harcèlement sexuel. Et on va rester sur ton interview pour la CFDT où tu en as parlé. Tu as dit au sujet du harcèlement sexuel, dans le monde du travail, le sexisme est toujours toléré et il existe un sentiment d'impunité chez certains employeurs. S'ils doivent être formés à ces sujets, les sanctions judiciaires doivent surtout être dissuasives. Il faut que la justice joue son rôle. Aujourd'hui, la parole des femmes n'est pas suffisamment prise au sérieux et le préjudice qu'elles subissent, financier, de carrière, est largement sous-estimé. C'est quoi les préjudices qu'elles subissent? Le préjudice qu'elles subissent, c'est que pendant 2 ans, elles sont cassées, en fait, et elles ont des séquelles. C'est pas anodin d'être harcelée sexuellement. On va pas retrouver un job et redevenir la même qu'avant. D'ailleurs, s'il y a une transformation qui s'opère, et c'est un tsunami quand ça t'arrive. Enfin, je vois mes clientes, elles passent par toutes les phases. Et moi j'adore les voir se réinventer et constater leur magnifique capacité de résilience. Mais c'est extrêmement dur. Et puis il y a ce truc aussi où, en général, elles ont signé une clause de confidentialité et elles sont pas à l'aise avec ça. C'est très difficile de pas pouvoir en parler, de pas pouvoir témoigner. Et tu vois, mes clientes, celles qui sont dans mon livre, elles étaient là à la soirée de lancement et c'était magnifique parce que elles ont eu l'impression qu'on leur rendait la parole. Parce que j'étais la seule à pouvoir raconter leurs histoires et c'était important pour elles. En réalité, il y a
il y a quand même un besoin de justice dans ces cas-là. La justice devrait avoir une visée aussi réparatrice pour les victimes. Et là, il y a une énorme défaillance, gros problème. Déjà, il y a une défiance envers la justice sociale qui marche très mal. Et puis on a encore des jurisprudences qui sont d'un autre temps sur le sujet du harcèlement sexuel. Et vous, à la CFDT, admettons, voilà, moi, toujours les exemples parlants, je viens te voir, je suis harcelée sexuellement, je viens voir mon délégué syndical, tu constates quoi? Est-ce que la personne en question, elle est assez facilement écartée de l'entreprise, du service? Est-ce qu'au contraire, quand t'en es dans cette phase de médiation avec la direction, on va essayer au contraire d'écarter la victime? C'est vraiment, moi ta vision de terrain m'intéresse. Il y a de tout, mais dans la majorité des cas, on écarte la victime. Oui, c'est clair. Enfin, c'est justifie comment? C'est pour la protéger, et comme l'enquête n'est pas menée à son terme, on n'est pas sûr que le harceleur ou la harceleuse soit véritablement qu'on puisse lui reprocher des choses factuelles. Donc on a, alors sur le cas de harcèlement sexuel, là c'est une vraie bagarre de réussir à ce qu'il n'y ait pas une double peine, parce que quelqu'un qui est victime de harcèlement sexuel, elle est comment dire, elle est profondément atteinte dans sa dignité, elle est brisée, et il y a vraiment tous les cas de figure. On a vraiment tous les cas de figure, des degrés de rapidité, de réaction, donc de la direction, du manager de proximité, et le réflexe premier, c'est exfiltrer la victime. On dit d'ailleurs exfiltrer. On l'exfiltre. Exactement. Comme si voilà. Situation d'urgence, hein. Les mots sont forts. Ouais, comme si elle était coupable. Hein. Comme si elle était coupable et que c'était elle le problème. Et on a des cas aussi de sanctions où, soi-disant, on sanctionne un harceleur en le déplaçant. On peut aussi déplacer régulièrement, on déplace les victimes en disant finalement c'est elle le problème, donc on va la mettre ailleurs. Enfin, c'est encore des pratiques assez courantes. Après, il y a quand même aussi un contexte qui dépend. On voit que le cadre dans lequel, la taille de l'entreprise, elle compte aussi, parce qu'il y a quand même on parle beaucoup de grandes entreprises où il y a des structures RH organisées. Il faut savoir que dans 80% des boîtes, c'est des PME, TPE. Quand c'est son collègue direct, les relations de travail sont très différentes. Et donc, les réalités et la rapidité d'action et la possibilité de mener une enquête, de sanctionner, elles sont pas du tout de même nature. Donc, les fonctions RH, elles sont structurées en général dans les entreprises autour de 150 salariés. Donc, on est quand même sur des entreprises de taille non négligeable. Et c'est très important de le préciser. C'est quoi vos projets à toutes les deux, à commencer par Élise? C'est quoi tes projets futurs? Oula, les projets futurs, on a la tête dans les dossiers un petit peu, mais moi j'aimerais pouvoir faire plus de lobbying pour que la cause des femmes en entreprise et la cause des salariés de façon générale soit entendue. J'ai pas forcément le temps et les armes, et on n'a pas forcément un gouvernement super à l'écoute, mais dans l'idéal, ce serait ça, parce que je suis un peu écœurée par le traitement du salariat depuis 2017. Voilà. Quel mot très très fort. Et toi, Marie-Lise, c'est quoi tes projets futurs avec la CFDT? Moi j'en ai toujours plein. Alors en ce qui concerne un des sujets qu'on a évoqué, c'est comment on progresse sur l'égalité salariale. Le question de pouvoir d'achat, c'est le sujet numéro 1 pour les travailleurs et les travailleuses. Donc on a un vrai sujet, et on espère pouvoir travailler sur les changements de l'index égalité salariale entre les hommes et les femmes, qui concerne d'abord les grandes entreprises, donc il faudrait que ça concerne tout le monde. Il y a un autre enjeu, moi, qui me tient à cœur, je suis une pro-européenne convaincue, c'est la question de la transposition d'une directive européenne sur la transparence
salariale. Donc je pense que là, culturellement aussi, les femmes vont se rendre compte que leurs collègues hommes gagnent beaucoup plus qu'elles. Donc on a un vrai sujet sur la façon dont on peut plus et mieux parler de salaire dans l'entreprise. Ça, c'est culturellement compliqué, mais je pense que c'est important. Et puis, nous, on a écrit un manifeste féministe de la CFDT. Donc, l'idée, c'est de mettre en mouvement toute l'organisation, notamment sur la question des violences sexuelles et sexistes au travail. Et c'est un sujet sur lequel je travaille aussi beaucoup en interne de la CFDT. Super. Le manifeste, on peut le trouver où? Il est en ligne sur le site internet de la CFDT. Génial. Voilà. Donc là, tout ce que vous voulez savoir sur l'histoire de la CFDT et du féminisme et ce que l'on porte aujourd'hui, comment on accompagne les militants, les militantes et comment on fait en sorte dans la CFDT aussi d'être exemplaire. Ça, c'est important. Des mots tellement inspirants pour conclure cet épisode. Merci énormément à toutes les deux d'avoir été ici pour nous partager toutes vos lumières sur ce vaste sujet qui est le harcèlement au travail, malheureusement encore beaucoup trop actuel. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.